Comment mesurer les inégalités? À l'issue de cette vidéo, vous devrez savoir interpréter les principaux outils de mesure des inégalités statiques, comme le rapport interquantile, la courbe de Lorenz, le coefficient de Gini et le top 1%, et dynamiques, comme les corrélations de revenus parents-enfants. Commençons par définir la notion d'inégalité. Une inégalité n'est pas une simple différence, comme la couleur des yeux ou encore la taille. C'est une différence qui se traduit par des avantages et des désavantages sur une échelle de valeurs collectives propre à une société. L'inégalité se traduit par un accès différencié à des ressources rares, comme par exemple les revenus ou les postes prestigieux. Ainsi, être cadre ou ouvrier n'est pas une simple différence. Être une femme ou être un homme n'est pas non plus une simple différence, puisque les femmes reçoivent des salaires inférieurs à ceux des hommes et accèdent moins souvent que ces derniers aux postes les plus prestigieux. Les sociologues considèrent qu'elles sont confrontées à un plafond de verre. Pour bien comprendre les outils statistiques que nous allons mobiliser pour mesurer et analyser les inégalités, il faut d'abord bien comprendre ce que sont les déciles. Pour commencer, prenons une population d'individus et classons-les des plus pauvres aux plus riches. Divisons ensuite cette population en 10 groupes de même taille qui représentent donc chacun 10% de l'effectif total. En vert à gauche, on trouve ainsi le groupe des 10% les plus pauvres et en jaune à droite le groupe des 10% les plus riches. Ces groupes peuvent être séparés par des niveaux de salaire, des niveaux de vie, de patrimoine. Ce sont ces seuils, ces frontières qui séparent les groupes que l'on va nommer déciles. On les note alors D1, D2, D3 et ainsi de suite jusqu'à D9. Il y a 9 déciles puisqu'il y a 10 groupes, donc seulement 9 intervalles. D5 est un décile particulier puisqu'il s'agit de la médiane qui sépare la population en deux groupes égaux. Sous D5 se trouvent les 50% des individus les plus pauvres et au-dessus de D5 se trouvent les 50% des individus les plus riches. Prenons un premier cas de figure, dans lequel D1 est un salaire de 1000 euros. Cela signifie que les 10% les plus pauvres ont un salaire inférieur à 1000 euros et que par conséquent, les 90% restants ont un salaire supérieur à 1000 euros. Prenons un second cas de figure dans lequel D9 est un salaire de 4000 euros. Dans ce cas, les 10% les plus riches ont un salaire supérieur à 4000 euros et on en déduit que les 90% restants ont un salaire inférieur à 4000 euros. À partir des déciles, nous pouvons donc présenter les deux premiers outils de mesure des inégalités, l'écart et le rapport interdécile. Reprenons notre exemple chiffré avec des déciles de salaire, D1 vaut 1000 euros et D9 4000 euros. Commençons par calculer l'écart interdécile. Pour cela, il suffit de soustraire D1 de D9 et on obtient alors un écart de 3000 euros. On peut alors en conclure que les 10% des individus les plus riches ont un salaire supérieur d'au moins 3000 euros à celui des 10% les plus démunis. Il est utile de préciser au moins, puisqu'entre le plus pauvre des individus et le plus riche, l'écart est sans doute supérieur à 3000 euros. Passons maintenant au rapport interdécile. Pour cela, il suffit de diviser D9 par D1 et on obtient alors un rapport interdécile de 4. On peut en conclure que les 10% les plus riches ont un salaire au moins 4 fois supérieur à celui des 10% les plus pauvres. Il est encore utile ici de préciser au moins, puisqu'entre le plus pauvre des individus et le plus riche, le rapport est sans doute supérieur à 4. Le rapport interdécile est une mesure plus pertinente des inégalités que l'écart interdécile, puisqu'il permet une mesure relative des inégalités. Pour rendre tout cela plus concret, procédons à une lecture de données. On nous présente dans ce document des salaires mensuels équivalent temps plein en euros. On constate que D1 vaut 1282. Cela signifie
que les 10% des individus les plus pauvres ont un salaire mensuel équivalent temps plein inférieur à 1 282 euros. On constate que D9 vaut 3 776, ce qui signifie que les 10% des individus les plus riches ont un salaire mensuel équivalent temps plein supérieur à 3 776 euros. Autrement dit, les 90% restants ont un salaire inférieur à 3 776 euros mensuels. On remarque que D5 vaut 1 871 euros, D5 est la médiane, ce qui signifie que la moitié des individus a un salaire mensuel équivalent temps plein inférieur à 1 871 euros et l'autre moitié un salaire mensuel équivalent temps plein supérieur à 1 871 euros. On constate ici que l'écart interdécile D9 moins D1 vaut 2 494 euros, ce qui signifie qu'il y a un écart d'au moins 2 494 euros de salaire mensuel équivalent temps plein entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres. Finalement, on constate que le rapport interdécile, D9 divisé par D1, vaut 2,9, ce qui signifie que les 10% des individus les plus riches ont un salaire mensuel équivalent temps plein au moins 2,9 fois plus élevé que celui dont disposent les 10% les plus pauvres. Le rapport interdécile permet d'analyser facilement l'évolution des inégalités si le rapport interdécile diminue, comme ici en vert, au cours du temps, alors cela signifie que les inégalités diminuent. S'il reste identique, comme ici en bleu, alors les inégalités sont stables. Mais s'il augmente, comme ici en rouge, alors cela signifie tout simplement que les inégalités progressent, que les inégalités augmentent. Nous venons de présenter les déciles et de les utiliser pour mesurer les inégalités, mais il existe d'autres quantiles. On peut diviser la population en 4 groupes égaux de 25% par exemple, et il s'agit dans ce cas de quartiles. On peut aussi la diviser en 5 groupes égaux de 20%, et il s'agit dans ce cas de quintiles. Ou encore en 100 groupes de même taille, et dans ce cas, il s'agira de centiles. Avec chacun de ces quantiles, il est alors possible de calculer des écarts et des rapports, comme l'écart interquartile ou le rapport intercentile. À partir des centiles, on peut aussi utiliser un autre indicateur de mesure des inégalités, le top 1%. Reprenons nos centiles. Nous avons ici 100 groupes de 1% qui sont séparés par 99 centiles. Le groupe qui nous intéresse ici est le dernier groupe, qui est constitué par les 1% les plus riches. C'est le top 1%. Connaître la part du revenu ou du patrimoine détenu par ce top 1% donne une idée de la concentration des richesses. Sur les 1% les plus riches, plus la part de richesse détenue par le top 1% est grande, et plus les inégalités sont fortes, puisque cela signifie aussi que la part des richesses détenues par les 99% restants diminue, bien entendu. Présentons maintenant un autre instrument de mesure des inégalités, la courbe de Lorenz. Ici, on peut voir deux courbes de Lorenz. En rouge, la courbe de Lorenz du niveau de vie, et en vert, la courbe de Lorenz du patrimoine. L'intérêt de ces courbes de Lorenz, c'est qu'elles nous proposent une représentation graphique des inégalités qui va nous permettre de lire, d'interpréter et de comparer assez facilement des inégalités. Intéressons-nous de plus près à la construction de ces courbes. Tout d'abord, il faut accorder de l'importance aux repères dans lesquels sont construites ces courbes. En ordonnée, on trouve des pourcentages cumulés de la variable observée. Ici, les deux variables sont le niveau de vie, en rouge, et le patrimoine, en vert. En abscisse, nous avons les pourcentages cumulés de la population. Les individus sont ordonnés sur cet axe des plus pauvres aux plus riches. Par exemple, entre 0 et 10 se trouvent les 10% des individus les plus pauvres, et entre 90 et 100, les 10% des individus les plus riches. On remarque également une droite bleue, la première bissectrice, qui présente un partage parfaitement égalitaire des richesses. C'est la droite d'équirépartition. C'est une droite théorique,
Et si la courbe de Lorenz était cette droite, alors cela signifierait que tous les individus auraient une part égale des richesses. Interpréter une courbe de Lorenz, c'est très facile. Plus la courbe de Lorenz est éloignée de la droite d'équirépartition, la première bisectrice, et plus les inégalités sont fortes. Ici, par exemple, on remarque que la courbe de Lorenz du patrimoine est plus éloignée que la courbe de Lorenz du niveau de vie de la droite bleue. On en déduit que les inégalités de patrimoine sont plus fortes que les inégalités de niveau de vie. Procédons à la lecture d'un point sur une de ces courbes. Le point A. À ce point, on peut dire que 90% des ménages parmi les plus modestes se partageaient 50% du patrimoine en 2010. Et on peut déduire de cette lecture que les 10% les plus riches possédaient donc les 50% restants. À partir des courbes de Lorenz, on peut calculer le coefficient de Gini, parfois aussi appelé indice de Gini. Ce coefficient nous permettra d'appréhender de façon chiffrée l'ampleur des inégalités. Pour le calculer, par exemple pour le niveau de vie, il suffit de diviser l'aire définie par la droite bleue et la courbe de Lorenz du niveau de vie, ici en jaune, par l'aire du triangle OBA sous la droite d'équirépartition, ici en bleu. On obtient alors un résultat qui se situe entre 0 et 1. Plus le coefficient de Gini se rapproche de 0 et plus les inégalités seront faibles, puisque dans ce cas, la courbe de Lorenz se rapproche de la droite d'équirépartition, comme c'est le cas ici pour le niveau de vie en rouge. Plus le coefficient de Gini se rapproche de 1 et plus les inégalités seront fortes, puisque dans ce cas, la courbe de Lorenz s'éloigne de la première bisectrice, comme c'est le cas ici pour le patrimoine. Le coefficient de Gini est donc un outil simple et très utile pour analyser et comparer les inégalités. Il présente l'intérêt de synthétiser le niveau des inégalités en un seul chiffre, mais en revanche, il ne tient pas compte de la répartition des revenus ou du patrimoine de la population étudiée. Pour un coefficient de Gini, entre deux pays, la répartition des richesses peut être très différente. On peut finalement mesurer les inégalités de façon dynamique en comparant les générations et en établissant des corrélations. Cette manière de faire permet de répondre à la question de la transmission des inégalités entre générations. Partons par exemple de ce document qui présente la composition des quantiles de niveau de vie selon l'origine sociale. On peut y constater, en comparant les données de la colonne Ensemble aux données observées concernant les enfants d'ouvriers sur les premiers quantiles, que ces derniers sont surreprésentés parmi les moins riches. Inversement, en comparant les données de la colonne Ensemble aux données observées concernant les enfants de cadre supérieur sur les derniers quantiles, que ces derniers sont surreprésentés parmi les plus riches. On peut donc déduire de ces observations qu'il y a une transmission des inégalités entre générations, puisqu'il y a une corrélation entre l'origine sociale et le niveau de vie.